marcher sur les plaines d'Abraham et de réfléchir comme ça encore un peu plus sur le concept de bataille décisive, puisque justement, eh bien, c'est un peu le fil conducteur que j'ai choisi pour cette réflexion sur la bataille d'Actium. Alors, comme le temps est assez limité, je passerai peut-être plus vite sur des événements qui sont quand même bien connus, et puis je vais essayer de me concentrer justement sur cette réflexion sur ce concept de bataille décisive. En effet, cette bataille d'Actium est traditionnellement considérée comme le passage d'une époque à une autre, le passage de l'époque hellénistique à l'Empire romain, à l'échelle du monde méditerranéen, et en ce qui concerne même le monde romain lui-même, le passage de la République à l'Empire. Et si l'on se penche effectivement sur les sources les plus contemporaines de l'événement, je pense en particulier au poème, enfin à l'épopée de Virgile, l'Énéide, on a effectivement la description d'un grand affrontement entre l'Orient et l'Occident qui se conclut par la victoire de l'Occident. En quelque sorte, on peut dire que dans l'Énéide, la bataille d'Actium est une épopée dans l'épopée. Il suffit, là, je vais juste lire rapidement quelques lignes de la traduction. Donc du livre 8, entre les vers 671 et 713. D'un côté, Auguste César entraînant au combat les Italiens avec les sénateurs, le peuple, les pénates et les grands dieux. En face, Antoine, avec ses forces barbares et ses armes de toutes sortes, revenu vainqueur de chez les peuples de l'Aurore et de la Côte Rouge, il transporte avec lui l'Égypte et les puissances de l'Orient et la lointaine Bactriane, et il est suivi, ô abomination, d'une épouse égyptienne. Au centre, la reine entraîne ses troupes avec le sistre natal et ne voit pas encore les deux serpents qui sont derrière elle. Des monstres de dieux de tous les genres, entre autres l'aboyant Anubis, luttent les armes à la main contre Neptune et Vénus, contre Minerve. Donc, évidemment, ici, la description du combat est passée au filtre du langage poétique et elle adopte évidemment le point de vue du vainqueur, puisque Virgile était lié à l'entourage d'Octavien par l'intermédiaire de Mécène. Alors, on dispose d'autres témoignages, bien sûr, sur la bataille d'Actium, mais tous ces témoignages sont généralement postérieurs, de plus ou moins longtemps, à l'événement. Depuis le témoignage de Vélégus Paterculus, qui est un contemporain de Tibère, jusqu'à Dion Cassius, donc, qui écrit son histoire romaine au début du IIIe siècle, enfin dans le premier tiers du IIIe siècle, et même Orose, donc un contemporain d'Augustin, qui écrit au début du Ve siècle, mais qui présente pour nous l'intérêt d'avoir exploité des livres aujourd'hui perdus de Tite-Live. Alors, tous ces auteurs ont adopté le point de vue du vainqueur et donc nourrissent un peu cette vision d'un affrontement entre l'Orient et l'Occident et donc d'une bataille décisive. Mais chez certains d'entre eux, quand même, on peut trouver des visions un petit peu plus nuancées, enfin, en tout cas des témoignages, des éléments qui permettent un peu d'interroger davantage cette idée d'une bataille décisive. Il y a tout d'abord cette petite évocation de Plutarque qui raconte que dans les nuits qui ont précédé la bataille, Marc-Antoine et Cléopâtre ont fait transporter sur leur vaisseau le trésor de guerre, qui était essentiellement le trésor de Cléopâtre, et les voiles des navires. Et comme normalement, dans une bataille navale, à cette époque, les navires étaient propulsés uniquement à la rame, mettre les voiles, je dirais au sens vraiment propre du terme, ça révélait une intention déjà de fuir, comme si en quelque sorte, dès ce moment-là, Marc-Antoine et Cléopâtre considéraient la bataille perdue. Et je dirais pour
nuancer cette impression. On a au contraire, dans la biographie d'Auguste de Suétone, l'évocation d'Octavien qui, le soir de la bataille, alors que Marc-Antoine et Cléopâtre ont pris la fuite, reste seul sur son navire pour, eh bien, en quelque sorte, surveiller encore ce qui se passait sur les lieux de l'affrontement, comme s'il n'était pas encore tout à fait sûr de sa victoire. Donc vous voyez que ces deux témoignages, celui de Plutarque et celui de Suétone, contribuent à nuancer cette idée de bataille décisive, puisqu'on a en quelque sorte chez Plutarque des vaincus qui auraient anticipé leur défaite, et puis chez Suétone, un vainqueur qui n'est pas encore tout à fait sûr d'avoir gagné la partie. Je dirais que l'autre intérêt de cette bataille d'Actium, c'est que c'est une bataille qui a, évidemment, quand c'est une bataille navale, laissé assez peu de vestiges matériels. Alors certes, en explorant les fonds du golfe d'Ambracie et ses abords, on a retrouvé des éléments, mais évidemment, il n'y a rien de comparable à ce qu'ont pu laisser comme trace des batailles comme le siège d'Alésia, ou celui de Numance. Sur Actium, nous n'avons en quelque sorte que des mots, et à tel point qu'on a pu parler parfois de guerre de propagande, notamment pour tous les échanges entre Marc-Antoine et Octavien qui ont précédé l'événement. Guerre de propagande dont on retrouve des traces justement chez les auteurs, même les plus postérieurs, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont reproduit le point de vue d'Octavien. Alors on a évidemment surtout retrouvé des traces de ce qu'on peut appeler la propagande d'Octavien. Donc c'est aussi un autre aspect que je voulais aborder aujourd'hui. La réflexion sur la notion de propagande est-elle pertinente à propos justement de combats dans l'Antiquité. Donc, pour commencer et pour comprendre un peu justement les ressorts des discours véhiculés par chacun des adversaires, je crois qu'il est important de rappeler dans quel contexte Marc-Antoine et Octavien en viennent à s'affronter. Je ne vais pas évidemment remonter jusqu'à la nuit des temps ou les îles de Mars, mais je crois qu'on a eu un peu trop tendance peut-être pour expliquer ces faits à privilégier le face-à-face entre Octavien et Marc-Antoine, c'est-à-dire les moments où ces deux personnages se sont affrontés depuis la mort de César, et a peut-être un peu trop négligé ce qui se passait, ce que Marc-Antoine a fait en Orient, si je puis dire, de son côté, et ce que Octavien a fait de son côté en Occident. C'est un arrière-plan important, je pense, pour comprendre un peu eh bien, les ressorts de cet affrontement. Et donc, il est important de savoir que au moment de l'affrontement, Marc-Antoine sort de campagne très difficile qu'il a menée en Orient à partir du début de l'année 36 avant Jésus-Christ, puisque eh bien, les provinces orientales que Marc-Antoine a récupérées, après la bataille de Philippe, sont sous la menace et parfois ont même été directement exposées à des incursions, à des campagnes des Parthes qui ont occupé une partie des provinces de Rome, parce qu'ils avaient été appelés en particulier par les assassins de César, Brutus et Cassius, quand ils se trouvaient en Orient. Les Parthes ont profité en fait des affrontements entre Romains pour occuper une partie des provinces orientales de Rome. Marc-Antoine a longtemps été empêché d'intervenir directement contre eux parce qu'il a été très mobilisé par justement les affaires occidentales, par ce qu'on a appelé la guerre de Pérouse, l'affrontement entre Octavien et puis des partisans de Marc-Antoine à propos de la démobilisation des vétérans. Donc tout cela a empêché Marc-Antoine de se consacrer à la lutte contre les Parthes. Marc-Antoine a ensuite dû participer aux premières négociations, puis au conflit contre Sextus Pompée, le dernier fils survivant de Pompée qui avait pris le contrôle des îles occidentales de la Méditerranée et qui, grâce à ses positions, affamait Rome.
Tout cela a retardé la campagne que Marc-Antoine voulait mener contre les Parthes. Alors, il a pu déléguer des opérations militaires à certains de ses lieutenants, qui d'ailleurs ont bien réussi à repousser la menace, mais au début de l'année 36, donc Marc-Antoine a voulu conduire lui-même une grosse offensive contre les Parthes. Il a voulu, en s'appuyant sur l'alliance du roi d'Arménie, attaquer la Mésopotamie en contournant le désert syrien, c'est-à-dire les régions qui avaient été fatales à Crassus lors de la défaite de Car. Il a voulu passer par l'Arménie, puis parce que les Romains appelaient la Médie Atropatène, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan actuel, et il a à ce moment-là perdu du temps en voulant assiéger certaines forteresses. Il s'est laissé piéger par la mauvaise saison. Il a subi des incursions des Parthes et cette campagne a été un désastre, hein, et on a tendance parfois à négliger l'impact de cette très lourde, de ce revers subi par Marc-Antoine à ce moment-là, qui a réussi à sauver une partie de son armée, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Et cette campagne a joué un rôle important parce qu'elle a rendu Marc-Antoine encore plus dépendant de l'alliance avec le plus puissant, disons, allié de Rome dans la région de la Méditerranée orientale, à savoir Cléopâtre VII en Égypte. Marc-Antoine, on le sait, avait déjà eu l'occasion de rencontrer Cléopâtre au début de sa mission en Orient. Il en avait eu deux enfants déjà, hein, deux jumeaux qui on avait donné les noms d'Alexandre Hélios et de Cléopâtre Sélénée, donc des noms tout à fait programmatiques des ambitions de leurs parents. Ces naissances ne portaient pas encore trop à conséquence à ce moment-là, dans la mesure où c'est seulement après cette conception des deux jumeaux que Marc-Antoine, pour des raisons politiques, hein, d'alliance, avait donc épousé Octavie, la sœur d'Octavien. Le problème, c'est que pour justement mener cette campagne contre les Parthes, Marc-Antoine avait absolument besoin du soutien logistique de l'Égypte, hein, parce que même si le royaume lagide n'avait pas une véritable armée, il avait quand même des ressources importantes qui donc étaient nécessaires à Marc-Antoine pour justement cette attaque. Et donc ce rapprochement de Marc-Antoine avec l'Égypte à ce moment-là n'est pas seulement, vous le savez, un rapprochement diplomatique, hein, puisque il aboutit à la naissance d'un nouvel enfant, hein, auquel on donne le nom de Ptolémée Philadelphe, hein, du nom d'un glorieux ancêtre de Cléopâtre. Et évidemment, cette naissance, ces liens entre Marc-Antoine et Cléopâtre l'exposent aux attaques des partisans d'Octavien à Rome, qui peuvent l'accuser évidemment d'avoir en quelque sorte trahi, hein, son épouse romaine légitime, et de sacrifier parfois les intérêts de Rome à cette alliance avec l'Égypte. Alors du côté d'Octavien, au contraire, en Occident, la situation est beaucoup plus favorable à ce moment-là, puisque lors de cette même année 36, Octavien a enfin réussi, grâce à l'aide de son lieutenant Agrippa, à vaincre Sextus Pompée, hein, le mettre en fuite, au large de la Sicile, à la bataille de Noloque. Cette victoire lui a en plus permis en quelque sorte de neutraliser, d'éliminer, alors sans l'éliminer physiquement, mais le troisième triumvir, hein, l'Épide, qui depuis l'Afrique était venu appuyer Octavien, hein, en tout cas appuyer en théorie contre Sextus Pompée, mais qui, en voulant, en quelque sorte, en réclamant la Sicile après cette victoire, a rompu avec Octavien, a été en fait abandonné par son armée, et donc il a été ensuite relégué sur la côte du Latium. On lui a laissé la vie puisqu'il était grand pontife, mais à ce moment-là, le triumvirat ne compte plus
que deux titulaires de fait, à savoir Octavien et Marc-Antoine. Or, cette victoire, je l'ai dit, elle est due en grande partie aussi à l'efficacité d'Agrippa. Elle est due aussi quand même, et ça va jouer aussi un rôle dans l'affrontement entre les deux beaux-frères, elle est due aussi à un soutien apporté par Marc-Antoine, puisque dans les mois qui avaient précédé les opérations militaires au large de la Sicile, Marc-Antoine avait cédé 130 navires à Octavien en échange de la promesse de 20 000 légionnaires que Marc-Antoine pourrait employer contre les Parthes. Donc, à l'issue de cette victoire sur Sextus Pompée, Octavien apparaît comme celui qui a rétabli un bon approvisionnement de Rome. Il a épargné aux Romains la crainte de la disette et il continue en quelque sorte à peaufiner son image de défenseur de l'Italie en conduisant quelques campagnes au nord-est de l'Italie, la frontière avec l'Illyrie, donc contre les peuples illyriens dans la Croatie actuelle. Donc il apparaît ainsi comme celui qui protège l'Italie contre des menaces extérieures, à la différence de Marc-Antoine qui à ce moment-là est présenté comme celui qui se perd un peu dans des campagnes orientales qui échouent. Ces campagnes contre les Illyriens présentent aussi l'avantage pour Octavien de pouvoir rassembler des troupes donc dans cette région qui est un peu la région charnière entre les provinces contrôlées par Octavien et celles qui étaient contrôlées par Marc-Antoine, et donc ça permet à Octavien en quelque sorte de préparer un éventuel affrontement ultérieur. Ça lui permet aussi de continuer à entraîner sa flotte, puisque une bonne partie de ces opérations contre les Illyriens ont été des opérations navales ou fluviales. Et donc c'est aussi à ce moment-là que la flotte d'Agrippa et d'Octavien se perfectionne en utilisant notamment des navires plus petits, plus maniables, qu'on appelle des liburnes. Donc on voit que tout cela est plutôt à l'avantage d'Octavien. Quant à la promesse d'envoyer 20 000 légionnaires à Marc-Antoine, elle n'est pas tenue par Octavien, qui se contente d'envoyer 2000 légionnaires avec 70 vaisseaux. Mais évidemment, les 70 vaisseaux ne peuvent pas être d'un grand secours à Marc-Antoine pour combattre les Parthes, pour aller de la province romaine de Syrie à la Mésopotamie. Et en plus, ces vaisseaux et ces maigres renforts en fantassins sont amené à Marc-Antoine par Octavie, ce qui était évidemment une façon pour Octavien de piéger Marc-Antoine. Soit il accepte ses renforts avec son épouse romaine légitime, évidemment il rompt avec son alliée égyptienne, soit il renvoie les renforts et Octavie, et dans ce cas-là, il rompt avec Rome. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'en quelque sorte Marc-Antoine se trouve piégé. Il est d'autant plus piégé que Sextus Pompée a réussi à fuir après avoir été vaincu à Noloque, et il s'est réfugié en Orient, et c'est donc finalement Marc-Antoine qui doit s'acquitter de la mission, disons, peu gratifiante de supprimer le fils du grand Pompée, alors que Octavien, qui l'a vaincu, lui, n'a pas ce sang-là sur ses mains. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit un peu une guerre de communiqués qui se développe entre les deux adversaires, à la suite notamment d'une cérémonie qui se déroule à Alexandrie à l'été 34, cérémonie qui, aux yeux de Marc-Antoine, était censée lui redonner un certain prestige, puisque pour effacer un peu le souvenir
de son échec face aux Parthes, eh bien, Marc-Antoine s'était emparé de l'Arménie. Il avait accusé le roi d'Arménie de déloyauté justement au cours de la campagne contre les Parthes. Et donc, il l'avait réduit en captivité, il l'avait fait défiler donc à Alexandrie avec des chaînes d'or, hein, nous disent Plutarque et Dion Cassius. Et ce défilé s'était conclu donc au gymnase d'Alexandrie où Marc-Antoine et Cléopâtre avaient procédé à une grande réorganisation des territoires sous influence romaine en Orient. Une partie de ces territoires était officiellement cédée sous forme de royaume aux enfants de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Par exemple, Alexandre Hélios était censé régner sur les Parthes et sur les Arméniens. Ptolémée et Philadelphe régnaient sur la Syrie. Donc, il y avait à côté de certaines provinces, des provinces romaines qui étaient maintenues en Orient, des royaumes qui étaient attribués aux enfants du couple. Alors, ces pratiques ne différait guère de ce qui avait été déjà la politique romaine en Orient depuis l'époque de Pompée, c'est-à-dire le fait qu'il y ait en Orient à la fois des royaumes clients alliés de Rome et puis des territoires directement administrés par Rome. Mais justement, les partisans d'Octavien se sont emparés en quelque sorte de cette cérémonie pour lancer des attaques virulentes contre Marc-Antoine. On l'a accusé de brader les intérêts de Rome en Orient. On l'a accusé d'être complètement inféodé à Cléopâtre, à qui il avait donné le titre de reine des rois. En plus, il avait reconnu comme fils légitime de César celui qu'on appelait Ptolémée Césarion, qui était né avant les Ides de Mars. Et évidemment, Marc-Antoine avait répliqué en rappelant les promesses non tenues d'Octavien, puisque finalement Marc-Antoine avait accepté les renforts que son beau-frère lui envoyait, mais il avait quand même demandé à Octavie de ne pas dépasser Athènes. Et donc on a à ce moment-là un échange de communiqués, de textes, de pamphlets qui s'avèrent de plus en plus virulents. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut réfléchir à la notion de propagande. Peut-on parler de propagande à ce moment-là? Alors, à condition, bien sûr, de ne pas donner à la notion de propagande la dimension que ce terme a pu avoir dans les régimes totalitaires du XXe siècle. On peut dire que ces discours opposés entre partisans d'Octavien et partisans de Marc-Antoine s'adressaient avant tout à une élite politique et sociale, c'est-à-dire essentiellement à Rome, aux sénateurs, aux chevaliers romains les plus importants, mais on ne peut pas vraiment parler de discours orientés vers les masses, comme on peut le faire pour les propagandes du XXe siècle. Et d'ailleurs, disons, les moyens techniques à la disposition des adversaires ne leur permettaient pas de se livrer à des discours qui pourraient s'apparenter à la propagande des régimes totalitaires. Mais il est intéressant quand même d'en démonter certains ressorts. Alors là, vu le temps qui passe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons qu'au cœur du discours officiel d'Octavien, il y a l'accusation faite à Marc-Antoine d'avoir été en quelque sorte complètement orientalisé et inféodé à Cléopâtre. Alors, de ce discours, on en a retrouvé évidemment des traces dans nos sources. Je vais rapidement citer une traduction de la guerre civile d'Appien au livre 5. Appien présente en outre l'intérêt d'être un auteur qui était originaire d'Alexandrie. Alors il est bien postérieur aux événements, mais disons qu'il
il a des liens justement avec la province romaine d'Égypte. Alors voilà, voilà comment Appien décrit le premier séjour de Marc-Antoine à Alexandrie après la fameuse rencontre de Tarse, donc en 41, donc pendant l'hiver 41-40. Durant l'hiver qu'il passa à Alexandrie, Antoine avait dépouillé les insignes de son commandement pour adopter le costume et le mode de vie d'un simple particulier, soit parce qu'il se trouvait en pays étranger et dans une ville qui était résidence royale, soit parce qu'il considérait cette saison hivernale comme un intermède de fête. En tout cas, il avait mis de côté les soucis et les obligations d'un général d'armée. Il avait revêtu le manteau drapé des Grecs au lieu de la toge romaine et portait, à la mode attique, les sandales blanches que portent les prêtres à Athènes et à Alexandrie et que l'on appelle des phaécasies. Il ne sortait que pour se rendre dans les sanctuaires ou les gymnases ou pour écouter les discussions des lettrés. Il passait son temps avec des Grecs sous l'influence de Cléopâtre, à qui il tenait surtout à consacrer son séjour. Donc voilà, on a un peu là l'archétype du discours accusant donc Marc-Antoine d'avoir été complètement ensorcelé par Cléopâtre. Mais il est intéressant de comparer ce texte avec la façon dont Plutarque, dans la vie d'Antoine, évoque un autre séjour, le séjour de Marc-Antoine à Athènes, 2 ans plus tard, à un moment où il séjourne donc en Grèce avec son épouse romaine Octavie. Donc là, on est 3 ans plus tard à l'hiver 39-38. Voilà comment Plutarque décrit Marc-Antoine. À cette occasion, Antoine offrit des banquets aux Grecs, assuma à Athènes la fonction de gymnasiarque et, laissant chez lui les insignes de son commandement, il sortait avec la baguette de gymnasiarque en manteau et en sandales blanches et il attrapait par le cou les jeunes gens qu'il fallait séparer. Donc on voit très bien là que finalement Marc-Antoine a le même comportement quand il se trouve donc dans le monde grec, qu'il soit avec Cléopâtre ou finalement qu'il soit avec Octavie. Il a donc le comportement d'un aristocrate romain, disons, formé aux lettres grecques, mais ça n'est absolument pas exceptionnel. Il est loin d'être le seul noble romain à s'être frotté aux lettres grecques, à être allé en Grèce pour se former intellectuellement. C'est le cas de la plupart des membres des élites romaines à ce moment-là. Et il n'y a pas à invoquer ici, on le voit bien, l'influence de Cléopâtre, puisqu'il a à peu près le même comportement qu'il vive avec la reine d'Égypte ou qu'il vive avec son épouse romaine légitime. Donc on voit bien là tout ce qu'il y a pu y avoir comme déformation de la part des partisans d'Octavien et d'Octavien lui-même. On peut aussi penser que l'attitude de Marc-Antoine à Alexandrie était dictée par le souvenir des déboires qui étaient advenus à César quand, après Pharsale, il avait débarqué avec ses troupes à Alexandrie. Donc évidemment là, Marc-Antoine n'était pas avec lui, mais il savait bien ce qui s'était passé, c'est-à-dire que le comportement de César, qui avait été donc assez brutal avec les Alexandrins, lui avait valu d'être confronté à une véritable guerre urbaine, à une révolte des Alexandrins. Et on peut penser que justement, Marc-Antoine a voulu éviter ce genre d'attitude. Bon, quant à la volonté d'égaler Alexandre, au modèle d'Alexandre, ce souci n'était pas propre à Marc-Antoine. Il a été partagé par de nombreux Romains à cette époque. Il suffit de penser à Sylla, à Pompée, à César. Donc là aussi, à mon sens, on ne peut pas en faire une spécificité de Marc-Antoine. Il a aussi été accusé d'avoir voulu parodier le triomphe lors de la cérémonie d'Alexandrie. On peut estimer maintenant qu'il a voulu plutôt reprendre certains rites qui étaient observés, certains rituels qui étaient observés par les Lagides quand ils revenaient vainqueurs
de certaines campagnes. Quant au fait aussi qu'on l'ait accusé eh bien, de s'être présenté comme un nouveau Dionysos, là aussi pour complaire à Cléopâtre, hein, il faut bien savoir que cette imitation en quelque sorte de Dionysos, hein, ces cortèges bachiques dans les à la tête desquels Marc-Antoine est entré dans certaines cités en Asie, eh bien, cette pratique avait commencé avant la rencontre de Tarse, hein, puisque déjà quand il s'est rendu à Éphèse, avant d'aller à la rencontre eh bien, de Cléopâtre, eh bien, Marc-Antoine a vu exactement la même attitude. Et on peut dire qu'à la limite, c'est peut-être plutôt Cléopâtre qui s'est en sorte adapté à Marc-Antoine quand elle est allée à sa rencontre en Nouvelle-Aphrodite, hein, puisqu'il était déjà, lui, le nouveau Dionysos, que le contraire. Donc, cette guerre, en quelque sorte, de communiqué, de propagande, elle a eu quand même un impact important on va le voir, hein, dans la stratégie de Marc-Antoine, c'est qu'elle l'a ensuite empêché eh bien, d'envisager un débarquement en Italie quand la rupture a été consommée, tout simplement parce que en débarquant en Italie, il aurait eh bien, en quelque sorte prêté le flanc à l'accusation justement de vouloir soumettre Rome à la reine d'Égypte, hein, puisque eh bien, on trouve chez Don Cassius l'idée que Cléopâtre aurait rêvé de rendre la justice sur le Capitole. En même temps, on a aussi accusé Marc-Antoine de vouloir transférer la capitale de l'Empire à Alexandrie. Donc évidemment, tout cela a limité les possibilités pour Marc-Antoine de mettre à profit sa supériorité numérique pour tenter véritablement de débarquer en Italie. Alors, du côté d'Octavien, évidemment, on a peu retrouvé de traces de la propagande, enfin, du discours de Marc-Antoine contre Octavien. On peut en retrouver quelques éléments au début de la biographie d'Auguste chez Suétone, hein, où Suétone reprend certaines rumeurs sur justement les origines très humbles de la famille d'Octavien, hein, et là manifestement on a des traces justement des accusations qui ont été lancées à ce moment-là, mais il ne faut pas croire que la partie a été simple pour Octavien, dans la mesure où eh bien, nos sources nous permettent quand même de savoir qu'il y a eu des oppositions, hein, c'est-à-dire que eh bien, toutes ces accusations contre Marc-Antoine n'ont pas forcément suscité l'adhésion de l'ensemble des sénateurs romains, hein. On a quelques allusions à des sénateurs qui ont pris un peu leur distance. On sait aussi que l'alourdissement de la fiscalité donc voulu par Octavien pour justement financer l'effort de guerre, hein, la guerre qui s'annonçait de plus en plus avec Marc-Antoine, a suscité des oppositions, hein. On a notamment des allusions à une taxe sur les biens des affranchis qui a suscité justement des réactions assez violentes de la part de ces affranchis, hein. Certains s'étaient enrichis sans doute à la faveur des proscriptions du triumvirat. Et donc il y a eu notamment l'incendie du temple de Spèce, hein, qui donc a eu lieu dans le cadre qui témoigne justement de ces oppositions. Et simplement, je pense que ce qui a permis en quelque sorte à Octavien de mobiliser une bonne partie des sénateurs contre Marc-Antoine, c'est quand même la perspective du butin égyptien. Il me semble que c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre la volonté d'Octavien de ne déclarer la guerre qu'à la reine d'Égypte, hein, qu'à Cléopâtre. Il y avait bien sûr le souci d'éviter d'apparaître comme un fauteur de guerre civile. Et il y avait aussi
eh bien, c'était aussi une certaine façon, à mon avis, d'offrir en quelque sorte en pâture aux sénateurs romains eh bien, l'Égypte et ses richesses. C'est ce qui fait de cette guerre civile, qui, bon, dans les faits évidemment c'était une guerre civile, mais une guerre civile un peu hors norme, puisqu'il y avait à la clé un butin considérable, c'est-à-dire la possibilité de s'emparer des richesses de l'Égypte. Ça n'avait pas été le cas évidemment des guerres civiles antérieures, ni au moment véritablement des guerres entre Marius et Sylla ou entre César et Pompée. Chacun des adversaires ne pouvait offrir comme perspective à ses partisans, à ses troupes, un butin comparable à ce que pouvait offrir l'Égypte. Et donc là, il y a quand même, à mon avis, une particularité dans cette guerre qui, certes, était une guerre civile, mais une guerre civile quand même pas comme les autres à cause de cette perspective qu'offrait le butin égyptien. C'est pas la première fois que, bien sûr, les Romains avaient envisagé d'annexer l'Égypte. Ils avaient toujours reculé par crainte justement des pouvoirs que pourrait avoir un gouverneur romain de l'Égypte. Mais là, évidemment, entre le risque de voir en quelque sorte l'Égypte échapper à la domination de Rome grâce à l'alliance de Marc-Antoine et de Cléopâtre, et puis la possibilité de mettre la main sur les richesses de l'Égypte, on peut penser que ça a contribué à rassembler, à motiver autour d'Octavien même des sénateurs qui ne croyaient pas réellement à cette menace que représentaient eh bien, les ambitions de la reine d'Égypte. Donc, je passe très vite sur ce qui a précipité la rupture, parce que les faits sont bien connus. Ce qui a précipité la rupture, ce sont des défections dans le camp de Marc-Antoine. Et ça aussi, c'est un phénomène intéressant parce que sur le papier, Marc-Antoine avait les partisans les plus nombreux, mais on peut dire qu'une des faiblesses de ce camp de Marc-Antoine, c'était son hétérogénéité. C'est-à-dire que finalement se retrouvaient à ce moment-là aux côtés de Marc-Antoine de très anciens partisans de César. Je pense notamment à Lucius Munatius Plancus, qui avait succédé donc à César à la tête des Gaules, qui avait fondé la colonie de Lyon. Il y avait aussi d'anciens partisans de Brutus et Cassius qui finalement avaient préféré, après Philippe, rejoindre Marc-Antoine plutôt que celui qui était le fils adoptif de César. Je pense notamment à Domitius Aenobarbus, qui a marié donc un de ses fils avec justement une des filles de Marc-Antoine et d'Octavie, Antonia l'Aînée, et on sait que ce couple a été l'ancêtre de l'empereur Néron, donc lui aussi avait rejoint Marc-Antoine, mais évidemment, et puis il y avait même des Pompéiens, d'anciens partisans de Sextus Pompée, qui avaient aussi fini après la bataille de Noc par rejoindre Marc-Antoine. Donc évidemment, tous ces personnages n'avaient pas forcément le même point de vue, et certains notamment étaient très hostiles à l'alliance de Marc-Antoine avec Cléopâtre. Et même dans le camp des rois clients de Rome en Orient, donc des rois qui étaient assez liés à Marc-Antoine, eh bien, il y avait des dissensions. On sait que, par exemple, il y avait des conflits récurrents entre Cléopâtre et le roi Hérode de Judée. Donc tout cela ne faisait pas du camp de Marc-Antoine un ensemble très cohérent. Et donc c'est ce qui explique les défections qui ont peu à peu affaibli ce camp de Marc-Antoine. La première, la plus notable, a été celle de Lucius Munatius Plancus, qui a révélé à Octavien le contenu du testament de Marc-Antoine, et donc Octavien est allé saisir ce testament, et il en a tiré argument auprès du Sénat en prétendant que Marc-Antoine voulait se faire enterrer à Alexandrie et avait complètement abandonné Rome par ce testament. Mais les défections ensuite ont été continues, et la dernière a eu lieu quelques jours avant la bataille d'Actium. C'est Quintus Dellius, qui appartenait à l'état-major de Marc-Antoine et qui a fini par révéler justement les derniers plans de campagne de Marc-Antoine et de Cléopâtre à Octavien et Agrippa. Et de ce point de vue-là, oui, on peut penser que du coup la bataille était presque perdue d'avance. Alors, ces révélations de Munatius Plancus ont permis à Octavien
procédé à une déclaration de guerre en bonne et due forme à la reine d'Égypte. On sait il s'est alors présenté vraiment en défenseur des traditions de Rome, hein, en utilisant le rituel des faisceaux, c'est-à-dire en se rendant au temple de Bélone et en projetant une lance sur une motte de terre qui était censée représenter le territoire égyptien. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Octavien manquait de légitimité. Hein, au début de l'année 32, ce sont 2 consuls partisans de Marc-Antoine qui prenaient leurs fonctions à Rome. À ce moment-là, le triumvirat arrivait à expiration. Donc on sait qu'Octavien s'est éloigné de Rome et il a profité des attaques lancées par justement l'un des 2 consuls, Caius Sosius, pour faire un coup de force, rentrer dans la curie à la tête de ses partisans. Il avait l'appui d'un des tribuns de la plèbe et ça a provoqué la fuite de 300 sénateurs et des 2 consuls auprès de Marc-Antoine. Donc même à ce moment-là, du coup, la légalité était plutôt du côté de Marc-Antoine. Mais évidemment, là, Octavien avait le contrôle de l'Italie. Et pour acquérir quand même un semblant de légitimité, on sait qu'il s'est fait prêter serment par les cités de l'Italie. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, Marc-Antoine à ce moment-là ne peut guère profiter de sa supériorité numérique qui est réelle. Hein. Il dispose à ce moment-là sans doute de 500 navires de combat. Octavien en a peut-être une centaine de moins, mais il ne peut pas se le permettre parce que ça aurait été donné raison à ce que prétendaient ses adversaires. Alors, c'est qu'il a établi son quartier général à Patras. Sa flotte était donc rassemblée dans le golfe d'Ambracie. Donc là, malheureusement, comme ça ne marche pas, je ne peux pas vous montrer la carte, hein, mais on est à ce moment-là en Épire, hein, au nord-ouest de la Grèce. Hein, au large, pour vous situer un peu, il y a l'île de Corfou. Et donc, la flotte de Marc-Antoine va se trouver bloquée à cet endroit grâce aux initiatives prises par Agrippa qui, dès le début de l'année 31, même à un moment où d'habitude les navires, les Romains ne naviguaient pas, eh bien, s'emparent de toute une série d'îles entre la mer Adriatique et la mer Ionienne, jusque donc au sud du Péloponnèse. On a comme ça certains ports stratégiques qui passent sous le contrôle d'Agrippa et donc à ce moment-là, la flotte de Marc-Antoine et de Cléopâtre est coupée de ses sources de ravitaillement, de l'Égypte ou de la Syrie. Et donc, à ce moment-là, Marc-Antoine rejoint sa flotte dans le golfe d'Ambracie. Il cherche à obtenir un combat décisif d'abord sur terre, puisque ensuite Octavien a pu donc débarquer donc sur le promontoire d'Actium qui surplombe ce golfe d'Ambracie. Eh bien, évidemment, à ce moment-là, Octavien se dérobe, refuse tout engagement décisif et il laisse en quelque sorte, pendant les mois d'été, eh bien, la flotte de Marc-Antoine en quelque sorte croupir dans le golfe d'Ambracie, dans une zone où la malaria est endémique, et donc comme ça, une partie des équipages d'Antoine et de Cléopâtre qui disparaissent. Et à la fin, évidemment, la seule solution, la seule issue pour Cléopâtre et Antoine, c'est d'essayer de forcer ce blocus, de sortir de ce golfe d'Ambracie pour essayer de livrer alors ce qui aurait pu être une véritable bataille décisive plus loin, notamment en entraînant l'armée et la flotte d'Octavien plus vers l'est. Donc le problème, comme je l'ai dit, c'est que ces plans sont révélés à Octavien et Agrippa. Et donc, ils font mine de laisser sortir la flotte, mais ensuite, cette flotte est attaquée donc, au matin du 2 septembre 31. La bataille en elle-même est livrée en quelques heures et on a en fait assez peu d'éléments pour connaître vraiment notamment la fin des combats, tout simplement parce que notre source principale, c'est Plutarque, et que Plutarque, en quelque sorte, écrivant une biographie, suit son héros, suit Marc-Antoine, et à partir du moment où justement eh bien, Marc-Antoine et ses navires quittent les lieux de l'affrontement, sont suivis par Marc-Antoine, eh bien, Plutarque ne raconte plus ce qui se passe
sur le site même d'Actium. On a, alors John Cassius suggère que toute la flotte qui était restée sur place avait été détruite par le feu, ce qui est contradictoire avec d'autres témoignages, notamment celui de Tacite qui nous dit que eh bien, les navires vaincus ont été ensuite convoyés jusqu'à Fréjus, donc au sud de la Gaule. Donc on peut penser qu'au contraire toute la flotte de Marc-Antoine n'a pas été détruite, mais qu'elle s'est rendue, puisqu'on sait qu'un lieutenant de Marc-Antoine, Caius Sosius, s'est rendu et qu'il a même été épargné par Octavien, ce qui a laissé circuler des rumeurs sur le fait que, il aurait été de mèche en quelque sorte, qu'il aurait en fait trahi Marc-Antoine et qu'il aurait été récompensé de sa trahison. Alors, ce qui a vraiment rendu cette bataille décisive, c'est le fait surtout que l'armée terrestre de Marc-Antoine, qui était restée à Actium, puisque à ce moment-là, Marc-Antoine et Cléopâtre ne disposaient peut-être plus que de 230 navires sur les 500 qu'ils avaient au début de la campagne. Ils n'avaient pu y faire monter peut-être que 20 000 fantassins, et donc tout le reste de l'armée terrestre de Marc-Antoine était resté donc sur terre. Elle avait assisté sans doute justement au départ donc de la flotte de Marc-Antoine et de Cléopâtre, un départ que évidemment les partisans d'Octavien ont présenté comme une fuite. Ce qui aurait pu changer évidemment peut-être le cours des choses, c'est le fait que cette armée aille rejoindre Marc-Antoine et Cléopâtre plus à l'est en Grèce pour continuer le combat. Cette armée s'est mise en route, elle était conduite par un lieutenant de Marc-Antoine, mais elle a en fait assez rapidement fait défection. Et donc on peut dire que c'est sans doute cette défection qui a rendu le combat décisif, peut-être plus que ce qui s'était passé sur mer, c'est-à-dire le fait que cette armée terrestre en fait est passée avec armes et bagages du côté d'Octavien dans les jours qui ont suivi, parce qu'elle était démoralisée, qu'elle avait vu donc Antoine s'enfuir, et que même si on avait dit à ses soldats que voilà, il fallait continuer le combat plus loin, ils ne l'ont pas fait. Alors, pour terminer juste quelques mots de conclusion. Donc voilà, on peut considérer que c'est à ce moment-là, au moment de la défection de l'armée terrestre, que Antoine et Cléopâtre ont perdu cette guerre. On peut peut-être remonter un peu plus haut et se demander si, en fait, déjà Marc-Antoine, en recevant les provinces orientales et non pas les provinces occidentales, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'avait pas forcément choisi, disons, le meilleur terrain, la meilleure base stratégique pour affronter Octavien, parce qu'il s'agissait de provinces qui avaient été dévastées déjà par plusieurs guerres civiles entre Romains, des provinces qui avaient souffert des incursions contre les Parthes, et on peut se demander si ces provinces orientales, qui certes passent pour généralement les provinces les plus prospères dans le monde romain, si à ce moment-là, elles avaient encore les ressources suffisantes pour permettre à Marc-Antoine d'affronter Octavien. Octavien, au contraire, avait l'avantage en Occident d'avoir sans doute un potentiel de mobilisation plus important, notamment les ressources des citoyens romains de l'Italie qui pouvaient donc être enrôlés dans ces légions. Mais il faut bien voir aussi que finalement, ces deux personnages qu'on a tendance à opposer, dans les faits, ont été plus complémentaires qu'on ne pourrait le penser, parce que si justement Marc-Antoine n'avait pas conçu cette organisation de l'Orient sur le même modèle que Pompée, c'est-à-dire des provinces et puis des royaumes clients qui permettaient de relayer la puissance romaine, donc des royaumes clients qui permettaient à Rome de faire l'économie d'une administration directe, d'un contrôle militaire direct, il aurait fallu beaucoup plus de forces romaines, de ressources pour contrôler ces territoires, et Octavien aurait eu donc moins de moyens sans doute en Occident. Donc on voit qu'il faut un peu relativiser cet affrontement. Quant à l'idée d'un affrontement entre Orient et Occident, et je terminerai par là, je vous rassure, il faut aussi
le relativiser, parce que certes, quand on lit les sources littéraires, on a l'impression effectivement d'un affrontement entre, et comme je vous l'ai lu dans le texte de Virgile, entre des troupes orientales et des troupes occidentales. Il y a deux éléments qui permettent de le relativiser. D'abord, certaines inscriptions qui montrent qu'il y avait du côté d'Octavien des officiers de navires qui étaient d'origine orientale. On connaît comme cela une inscription de Rosos en Syrie qui mentionne le navarque Séleucos de Rosos qui était un Syrien qui a été récompensé par Octavien qui lui a fait conférer la citoyenneté romaine, une immunité fiscale pour toutes les guerres qu'il avait menées sous la conduite d'Octavien. Alors, malheureusement, l'inscription était un peu abîmée, donc on n'a pas la preuve qu'il ait vraiment participé à la guerre d'Actium, mais on a de bonnes raisons de penser que ce Syrien faisait partie des équipages des navires justement cédés à Octavien par Marc-Antoine en 37, qu'ensuite ce personnage c'était un oriental, mais un oriental qui était du côté d'Octavien. Quant au fait que Octavien était l'incarnation de l'Occident et le défenseur des traditions romaines, on peut aussi le relativiser en rappelant qu'ensuite il a voulu commémorer sa victoire en instaurant des jeux quinquennaux et en fondant quelque sorte une cité grecque sur le site d'Actium, à la cité de Nicopolis, et des jeux quinquennaux qui étaient tout à fait des jeux grecs et qui ensuite se sont intégrés au cycle des concours grecs. Il suffit aussi de rappeler l'attitude ensuite d'Octavien à Alexandrie, qui, nous dit-on, serait rentré dans Alexandrie en tenant à la main le philosophe Areios qui avait été son précepteur. Il a voulu se recueillir sur la tombe d'Alexandre le Grand, et s'il a justement, s'est bien gardé de vouloir honorer des dieux égyptiens animaux, il n'a pas voulu adorer le taureau Apis. On sait qu'il s'est aussi rendu donc dans le temple de Sérapis. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour conclure cette présentation donc de la bataille d'Actium et cette petite réflexion sur l'idée d'une bataille décisive. Voilà, je vous remercie de votre attention.